Ok, on va parler de propriétés topologiques liées à la réduction. Mais d'abord, ceci, que si deux matrices A et B qui sont dans Mn de R sont C-semblables, alors ce que j'appelle C-semblables, ça veut dire l'existence de P dans GLN de C tel que P A, P-1 est égal à B, alors elles sont R semblables. C'est-à-dire qu'il va exister un P0 dans GLN de R tel que P A, P-1 est égal à B pour ce P0. Ça s'appelle un théorème de descente. C'est-à-dire qu'on va chercher des problèmes dans C, parce que on va chercher des solutions plutôt dans C, parce que c'est là où les polynômes caractéristiques sont scindés, mais après on peut redescendre dans R, et ça c'est intéressant. Alors, pourquoi ça c'est vrai? Eh bien, regardez, on suppose que c'est semblable, donc ça nous fait PA égale BP, et maintenant, P, je le décompose en U plus IV, avec U et V, deux matrices réelles. D'accord? Donc ça, c'est décomposition cartésienne de matrices. Et maintenant, ça va nous faire, par identification, que UA égale BU et VA égale BV. Parce que A et B sont réels, on peut identifier les identités obtenues à partir de là. Donc, maintenant, ça, je vais introduire maintenant une variable T qui va dire que UA plus TVA, donc finalement U plus TV, donc je vais prendre un T complexe, hein, A, est égal à B, U plus TV. D'accord? Et donc maintenant, il faudrait que je trouve un T réel, tel que, est-ce qu'il existe un T dans R, tel que U plus TV soit inversible. Parce que si T est réel, comme U et V sont réels, ça c'est réel, mais maintenant il faudrait que ce soit inversible pour pouvoir dire que B, dans ce cas, hein, si c'est vrai, on aura bien que B est égal à U plus TV A, U plus TV moins 1, puisque ce sera inversible. Donc à partir de ce moment-là, ce sera bon, on aura montré notre théorème. Mais il faut montrer que ça existe. Mais il se trouve que si je regarde le déterminant, la fonction qui a T complexe donne le déterminant de U plus TV, eh ben, elle est polynomiale. D'accord? Et elle est non nulle. Alors pourquoi non nulle? Ben, non nulle parce que en T égale I, si j'appelle F, ce F de I est différent de 0. Parce que F de I, c'est égal au déterminant de P. D'accord? Donc, ici, ça veut dire que F étant un polynôme non nul, il ne peut pas avoir un nombre infini de racines, et comme R est infini, il existe T dans R, tel que F de T est différent de 0. Voilà déjà une première chose. Un théorème de caractérisation de la diagonalisabilité déjà sur C et sur R. Une matrice complexe et donc soit A là, donc A est diagonalisable si et seulement si eh bien l'ensemble des matrices semblables que je vais appeler OA, ça c'est OAC, on va dire, l'ensemble des matrices complexes semblables à A est un fermé. Donc c'est vraiment une caractérisation topologique de la diagonalisabilité. Ça c'est assez joli. Alors, pourquoi
ça va être vrai. Alors, on va faire, bon, d'abord, si A implication, on part de A diagonalisable. D'accord. Alors, maintenant, il faut montrer que ça, c'est fermé. Donc, on va prendre une suite AM qui tend vers B avec AM semblable à A. D'accord. Ce qu'il faut montrer, c'est que B soit encore semblable à A. Alors, comment on va le montrer? Ben, d'abord, on peut dire que comme qui AM est égal à qui A, par continuité de l'application de polynôme caractéristique, eh bien, on a la chose suivante, que qui B va être égal à qui A. Donc, A et B ont pour l'instant même polynôme caractéristique. Ça ne fait pas de B une matrice semblable à A, mais ça s'en rapproche. Mais maintenant, B, on va montrer que c'est diagonalisable. Ben oui, parce qu'on a mu A qui annule à A, mais comme A est semblable à AM, ben mu A annule à M aussi, quel que soit M, parce que AM est semblable à A. Et maintenant, on passe à la limite. Comme le polynôme ici c'est continu, ça fait mu A de B égale 0. Mais A est diagonalisable. Donc mu A est scindé simple. Donc B est un polynôme annulé par un scindé simple. Donc B est diagonalisable. Maintenant, B est diagonalisable avec les mêmes valeurs propres et multiplicité que A. Donc B est semblable à la matrice des valeurs propres avec multiplicité, et A aussi est semblable à ceci. Donc ça veut dire que A et B sont semblables. D'accord? Alors maintenant la réciproque. Alors la réciproque, on part de O de AC fermé. Alors O de AC est fermé et on veut montrer que A est diagonalisable. Alors, regardez, A, comme on est sur C, hein, A va être semblable à une matrice triangulaire supérieure. Donc, T va être comme ceci. Et maintenant, je vais introduire la matrice P, epsilon, epsilon 2, jusqu'à epsilon n, où epsilon est un réel strictement positif. Je vais l'appeler P epsilon. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe quand je vais faire P epsilon moins 1, T, P epsilon? Bien, je vais avoir TIJ, mais comme j'ai multiplié par une matrice diagonale à gauche, d'accord, et l'inverse, et par une matrice diagonale à droite, je vais avoir epsilon exposant moins i, parce que là c'était à gauche, donc c'est sur les lignes, et plus j ici, donc j moins i. Maintenant, si j est strictement supérieur à i, alors ça va tendre vers 0. Donc ça va tendre vers, ici, pour les j supérieurs à i, ça va faire ici une matrice nulle. Si j est égal à i, ça fait 1. Donc on va retrouver T11, Tnn. Et si j est strictement inférieur à i, eh bien Tij est nul, puisqu'on est là-dedans. Donc on a 0. Donc ça tend vers une matrice diagonale. D'accord? Et T epsilon est semblable à T, qui est semblable à A. Donc T epsilon est semblable à A. Donc on est là-dedans. Donc ça veut dire que cette matrice, elle est limite de matrice
là-dedans. Mais comme c'est un fermé, cette matrice est encore dans OA de C, parce que c'est fermé. Donc ça veut dire, moralité, que OA de C contient une matrice diagonale, donc c'est ce qu'on appelle être diagonalisable. Voilà. On va faire le point entre les deux, et on va regarder ce qui se passe pour Mn de R. Est-ce qu'on a un théorème équivalent? On a A dans Mn de R, et A, et alors ça ne va pas être diagonalisable, c'est diagonalisable sur C, si et seulement si OAR est fermé. C'est quoi OAR? Donc, OAR, ça va être l'ensemble des matrices réelles qui sont semblables à A. Voilà. Eh bien, oui, on va supposer que A est diagonalisable sur C. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner que OAR, OAC est fermé. Mais, d'après le théorème de tout à l'heure, ben, OAC inter Mn de R est égal à OAR. Alors pourquoi? Parce que je suis en train de dire que si on a deux matrices C semblables qui sont réelles, alors elles sont semblables au sens réel. Elles sont R semblables. La réciproque étant assez claire. Donc ça, c'est un fermé. D'accord? D'après le théorème de tout à l'heure. Ça, c'est dans Mn de C. Et c'est un fermé, évidemment. Comme c'est un sous-espace, ça c'est un sous-espace réel de dimension finie. Ça c'est un espace réel de dimension finie. On peut le voir comme espace réel. Et ça, c'est un sous-espace réel de cet espace vu comme espace réel. Donc, comme sous-espace réel, c'est un fermé. On sait qu'en dimension finie, tous les sous-espaces sont fermés. Et donc, ça veut dire que c'est un fermé. Donc, fermé là, bon, et là, c'est fermé d'après le théorème de tout à l'heure. Donc, ça, c'est fermé. Et puis, la réciproque. On va commencer par un lemme assez classique. Si A est dans Mn de R, alors il existe un sous-espace W de Rn stable par A, attention, bon, non nul, mais de dimension inférieure ou égale à 2. Donc ça, vous vous doutez que c'est lié au fait que un polynôme irréductible sur R est de degré inférieur ou égal à 2. Mais voilà comment on va le montrer. Si A possède une valeur propre réelle, c'est-à-dire si qui A possède une racine, alors on va avoir un vecteur propre W, et dans ce cas-là, il suffit de prendre pour grand W la droite engendrée par petit w. Et là, on est en dimension 1. Sinon, A possède forcément une valeur propre non réelle, il faut aller la chercher dans C. Et on va avoir une valeur propre, attention, non réelle. Et donc un vecteur propre de Cn, qui est tel que AV égale lambda V, mais lui, il est dans Cn. Donc maintenant, comme A est réel, A est bar est invariante, donc AV bar égale lambda bar V bar. V bar, ça va être donc un vecteur propre, il est non nul évidemment, pour la valeur propre lambda bar, qui est distincte de lambda, donc V bar va être libre dans Cn. Donc je vais m'intéresser à ce sous-espace, d'accord, qui est engendré par V bar dans Cn. Et dans ce sous-espace, je vais avoir au moins, disons, deux vecteurs réels, c'est W1 et W2, ça c'est la partie réelle, et la partie imaginaire de V. Ils sont barres invariants, donc ils sont bien réels. Alors, regardez, j'ai fait un changement de base dans ce sous-espace de dimension 2, et ce changement de base, il a une matrice de passage. On voit bien que c'est différent de 0, ça c'est important. Maintenant, je vais m'intéresser
au sous-espace réel engendré par W1, W2. Donc cette fois-ci, c'est un sous-espace de Rn, d'accord, qui est bien de dimension 2, parce que W1, W2 qui était libre dans C, bah, il va être libre a fortiori dans R, et il va être stable par A. Alors, regardez pourquoi il est stable par A, hein, d'accord, et puis là, ce sera terminé pour mon lemme. Hein. Donc ici, je vais avoir, je regarde mon sous-espace de dimension 2 sur C, d'accord. Bon, voilà, il est engendré, on l'a dit, par W1, W2 comme par V, V bar. Et maintenant, je vais regarder AW. Eh bien, évidemment, comme W est inclus dans le C sous-espace engendré par W1, W2, je vais avoir AW est inclus dans ceci, mais inter Rn. D'accord? Et oui, parce qu'on est bien dans Rn. Donc, maintenant, il est clair que ce sous-espace, le C sous-espace engendré par W1, W2, qui est égal au C sous-espace engendré par V et V bar, il est stable par A, puisque V et V bar sont des vecteurs propres. Donc, on va avoir ceci. Ah, là, j'ai laissé une parenthèse, mais bon, allez, on a compris, on oublie. Et ça, c'est l'ensemble des C combinaisons linéaires de W1, W2 qui sont dans Rn. Donc, forcément, ce sont les R combinaisons linéaires de W1, W2, hein, pour que ce soit barre invariant. Alors, donc, ça fait que ça, c'est exactement W. Voilà. Donc déjà, une première preuve. Et c'est intéressant de noter, je vous rajoute ça, voilà, c'est intéressant de noter que c'est lié à cette formule avec la matrice de passage qu'on avait ici, hein, et qu'ici on avait une matrice, on va dire, non réelle, et là, hein, après cette matrice de passage, on va avoir une matrice qui est complètement réelle. Maintenant, regardez ce nouveau lemme. Si A est dans Mn de R, eh bien A est trigonalisable dans Mn de R par bloc de taille 1 ou 2. C'est juste une récurrence à partir du lemme précédent. Hein. Donc, bon, en gros, on prend B, la matrice réelle de taille 1 ou 2 de l'endomorphisme. Donc, on voit A comme un endomorphisme pour la base canonique de Rn. Dans la base, ben, soit W dans le premier cas, soit W1, W2 dans le deuxième cas. D'accord ? Bon, alors dans le premier cas, ben, c'est juste lambda qui est réel, et dans B, c'est juste le lambda réel, la valeur propre, et dans le second cas, ben, la matrice B, c'est la matrice qu'on avait ici. Alors maintenant, ben, par récurrence, hein, on va avoir A hein, qui va s'écrire comme ceci, puisqu'on on a une matrice de passage ici, et ici, par récurrence sur la dimension, on a ici quelque chose qui est triangulaire par bloc. Donc, on peut l'écrire comme ceci. C'est exactement comme le fait que si qui est scindé, complètement scindé, alors la matrice est trigonalisable. C'est exactement la même preuve par récurrence. Donc là, c'est vrai. Maintenant, on peut conclure que si la classe de similitude de A sur R est fermée, alors A est diagonalisable sur C. Donc on suppose AR fermé, on va trigonaliser A par bloc, comme on a fait tout à l'heure, et on fait en sorte que les S premiers blocs soient de taille 1 et les T autres de taille 2. Alors bien sûr, comme ils sont de taille 2, on a S plus 2T, ça va être la taille de la matrice, c'est-à-dire N. Alors maintenant, ben on va faire comme tout à l'heure, on va avoir une matrice P epsilon hein, qui va être notre ami. Hein. Donc pour tout epsilon strictement positif, hein, réel, mais cette fois-ci, il faut poser E égale la matrice de taille 2, epsilon, epsilon, diagonale avec epsilon, et on prend la matrice de passage, hein, regardez, P epsilon, c'est la diagonale. Alors d'abord, pour les S premiers, on va prendre epsilon, epsilon 2, epsilon S, comme dans la preuve sur C, mais là on est sur R, donc on va rajouter des blocs de taille 2 ici, epsilonesque, mais de taille 2, avec ces puissances-là. Et vous vérifiez de la même manière, hein, je vous laisse vérifier, que P epsilon moins 1 avec cette matrice
par bloc, hein, qui est semblable à A, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, fois P epsilon, eh bien, d'abord, c'est bien semblable à A, R semblable à A, parce que P epsilon est réel, parce que A est R semblable à cette matrice-là, d'après le lemme précédent, et de plus que quand on va passer à la limite, eh bien, on va avoir P epsilon va respecter tous les blocs diagonaux, d'après cette structure. Là, sur les zéros, ben, ça va rien changer, il y aura toujours 0. Et ici, ça va faire tendre vers 0 parce qu'on n'aura que des puissances strictement positives de epsilon. Voilà. Donc, on va avoir pour limite une matrice diagonale par bloc. Mais les blocs sont de taille, si les blocs, c'est les BI, ils sont de taille 1 ou de taille 2, mais quand ils sont de taille 2, ils sont diagonalisables sur C. Pourquoi? Bah parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Voilà, hein, tous ces blocs, ils sont là et ils sont diagonalisables, mais ils sont C-diagonalisables. Donc, je reviens, bah, ça veut dire que comme OAR est fermé, cette limite, elle est dans OAR, d'accord, puisque c'est une limite d'éléments de OAR, et donc, on a obtenu une matrice diagonalisable sur C, puisque tous les blocs sont diagonalisables sur C, hein, elle est diagonale par bloc avec des blocs diagonalisables sur C, donc elle est globalement diagonalisable sur C. Donc on a trouvé dans OAR une matrice diagonalisable sur C, ce qui veut dire que A est diagonalisable sur C. Voilà.